quelques infos. Alors, regarde Lucho. Radio Cyrnéa vous dit bonjour et on continue avec Monsieur Pierre Hillard. Monsieur Pierre Hillard, dit breton. Par ma mère. Breton pur beurre. Ah bon, voilà, bah ça me fait plaisir parce que j'ai des enfants. Pays, Léonard, l'Esnevin, c'est quoi là? Ah d'accord, très bien. Vous savez que les Corses et les Bretons, on a certains points communs. Eh oui. Voilà, donc on continue, on va parler encore de mondialisme. Oui, tout à l'heure on avait parlé plutôt de l'Europe. Et là on va plutôt porter un regard d'historien sur le passé. Aujourd'hui, depuis quelques années, surtout après le fameux discours de Bush, on parle d'un gouvernement mondial. Et ça a pu peut-être surprendre les contemporains à l'époque. Mais l'idée d'un gouvernement mondial ne date pas d'aujourd'hui. Oh oui. Déjà, je pense que chez Platon... La République de Platon évoque... mais c'était à l'époque une utopie. Oui. Et qu'on cherche à tout prix à mettre en pratique. Alors déjà, oui, effectivement, la République de Platon, l'idée d'un monde unifié, avec déjà volonté de supprimer les êtres faibles, l'eugénisme. Vraiment, toute personne ayant un problème physique ou mental, ou les deux à la fois, c'était pas... Bon. Mais c'était aussi l'influence de Sparte. Oui, Sparte. Puis le monde païen a toujours été dur à l'égard des personnes mal formées physiquement et intellectuellement. Enfin, les handicapés étaient une charge pour la société. Bon. Mais si on s'intéresse au mondialisme à partir de l'ère chrétienne, bon, évidemment, il y a d'abord la bagarre avec les empereurs romains, je pense en particulier à Julien l'Apostat, mais si on étudie vraiment la période où le christianisme est vraiment bien enraciné, le premier chef d'État de l'ère mondialiste, c'est un chef d'État, il a une personnalité hors norme, mais malheureusement l'esprit dévié, c'est Frédéric II de Hohenstaufen. Frédéric II de Hohenstaufen, qui est mort en 1250 et qui était le prototype, donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique, prototype du chef d'État qui voulait déjà un État mondial avec toutes les religions réunies. Une sorte d'écuménisme. Avec quand même les principes clés du catholicisme qui disparaissent, la Sainte Trinité, le sacerdoce, enfin le truc, le CV habituel. Un homme hors norme, c'est lui qui est à l'origine d'un traité sur la fauconnerie, l'art de la chasse. Et vraiment un ouvrage de référence, mais on a déjà les idées d'ésotérisme et d'un milieu indifférencié, où tout le monde est traité de la même manière. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. On pourrait dire que le christianisme, on pourrait dire que c'est la seule internationale ou le seul mondialisme qui tienne. Aller enseigner aux nations. Oui, mais c'est une société parfaite, mais en même temps à l'échelle de la planète. Oui. Mais qui respecte infiniment les cultures, les variétés. Le christianisme copte n'est pas le christianisme byzantin, même s'il y a des emprunts. Donc il y a un fond commun effectivement, mais en fait le mondialisme, dans son essence, c'est anticatholique. La finalité du mondialisme, c'est faire disparaître la révélation. Ça, c'est l'élément clé. Avec ensuite, faire disparaître les États qui s'inspirent du catholicisme. Et la révolution de 1789 a été le prototype par excellence, puisque de Clovis, avec le testament de Saint-Rémy, qui inaugure une lignée jusqu'à Louis XVI, donc en gros 1300 ans, nous avons le roi de France, qui est le lieutenant du Christ. Oui, mais... D'accord. Entendu le Messie. Mais si on laissait il faut les faire disparaître. Si on laissait de côté l'aspect religieux... Ah oui, mais c'est quand même l'élément clé. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre distinction à faire, que précédemment, il y avait une approche réaliste des faits, alors que après, c'est une des matrices du mondialisme, l'utopie et l'abstraction. C'est vrai. Et la grande différence, je pense, entre une approche chrétienne, à la limite on peut être agnostique, mais avoir une approche réaliste des faits. Et le refus, par exemple, si on prend
À la limite, c'est séduisant, liberté, égalité, fraternité. À première vue. Et on pourrait dire même, et c'est vrai, c'est né dans un terreau chrétien. Je pense que ces mots-là n'auraient pas germé ni en Chine ni au Japon. Oui. Ce sont des vérités chrétiennes coupées de leur terreau. Qui sont devenues folles. Oui, mais abstraites. Ah oui. Complètement abstraites. Et je pense que la grande différence à faire, c'est le principe de réalisme et d'utopie. Et le mondialisme est une sorte d'utopie. Parce que, bon, on pourrait dire que la tour de Babel, c'était une utopie. L'empire perse, il y a eu des empires qui ont eu une volonté hégémonique planétaire. Mais ça durait peu de temps. Et utopie, pourquoi? Parce que précédemment, dans l'ancien monde, dans l'Antiquité, l'âge d'or que promeut comme moteur de ce mondialisme en marche le bonheur était au début de l'humanité. Alors que le mondialisme, me semble-t-il, le met devant nous. Est-ce que vous êtes d'accord de cette vision? Oui, et d'ailleurs, c'est amusant ce que vous dites, enfin amusant entre guillemets, c'est que c'est l'exacte expression de la Kabbale. Oui. Où il y a l'idée de retrouver le bonheur, alors le bonheur perdu du Jardin d'Éden, qui doit être retrouvé, et pour cela il faut reconstruire un monde pour retrouver ce bonheur perdu. Et il faut lire d'ailleurs les livres de Gershom Scholem, et je pense il y a peu de personnes à les avoir lus, crayon à la main. Alors le mondialisme, effectivement, il y a une utopie. Alors qu'il peut être un jeu de l'esprit. Oui. On peut penser, par exemple, on pourrait l'évoquer. On a parlé de Platon, de la République, qui a été corrigé d'ailleurs par Aristote, avec justement le principe de réalité. Mais Thomas More. Et à partir de la Renaissance, on voit un jaillissement de différentes utopies, même millénaristes. Oui. On peut penser même à Joachim Flore. Oui, il y en a beaucoup. Hein, à Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, et bien d'autres. Mais à cette époque-là, c'est très difficile de savoir si c'était un exercice de style ou un projet. Oui, mais déjà c'est un mauvais signe. Oui. Parce que à partir du moment où on commence à vouloir construire des châteaux en Espagne, si je puis dire, c'est la porte ouverte, vous savez, une sorte de spirale, et on accentue pour essayer encore. C'est la personne qui se drogue, mais qui se drogue de plus en plus pour retrouver les paradis artificiels. Donc, mais il me semble que l'émergence de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le mondialisme, on le trouve surtout au XVIIIe siècle, avec l'abbé de Saint-Pierre. Oui, disons qu'ils ont peaufiné sur la paix universelle. Oui, mais en fait, le développement et l'accentuation du mondialisme va de pair avec la déchristianisation. Et il est intéressant de voir que entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle, il y a eu un nombre décroissant de construction de monastères ou d'églises. Parce que peu à peu, la Renaissance aidant, il y a eu une religiosité moins importante, qui s'est traduite donc par des monastères de moins en moins construits, des églises de moins en moins construites, etc. Et on cite la Renaissance, où finalement c'est la primauté de l'homme, l'homme qui commence à dire moi, sans de toute chose. Mais il y a aussi un autre élément qui a joué un grand rôle dans la primauté du mondialisme, dans la mise en forme du mondialisme, c'est la maçonnerie, qui officiellement est créée en 1717 par, et c'est très important, par deux protestants, James Anderson et un Anglais, enfin ils étaient donc anglais, mais le deuxième est un Anglais en fait d'origine française, c'est un Huguenot, c'est Jean-Théophile des Aguiliers. Mais la création officielle de la maçonnerie en 1717 n'est que la conséquence que déjà de courants antérieurs qui ont fait que mûrir... On peut penser par exemple, peu de gens le connaissent, aux frères moraves. Oui, les frères moraves, le lucisme, et surtout à Comenius, qui est un des patrons de l'UNESCO. Exactement, alors j'en parle dans mon livre. Alors, pour l'éducation des enfants en particulier, pour nos auditeurs, Comenius, que les œuvres de Comenius, du moins une partie, ont été publiées, c'est très intéressant, aux éditions L'Harmattan. Alors, on a publié son livre de ses sermons et son projet sur l'éducation. Des enfants particuliers. Oui. Et c'est important que officiellement l'UNESCO se réclame de sa filiation. Il y a un prix Comenius, d'ailleurs, il suffit d'aller sur leur site.
Alors, expliquez un peu les idées de Comenius. Alors, sa secte n'a pas duré très longtemps. Hein. Oui. Alors, il faut distinguer la secte et les idées. Oui. Les sectes passent passe d'une secte à une autre, mais les idées, elles sont toujours les mêmes. C'est toujours la primauté de l'homme, une décatholisation. Et quand on regarde tous les points communs, Comenius, Joachim Flor, Piga Mirandol, on citait Thomas More avant sa conversion véritable, mais aussi Francis Bacon, c'est toujours une décatholisation. Vous avez toujours les points clés. Disparition de la Sainte Trinité, disparition de la Sainte Vierge en tant que mère de Dieu, de son Immaculée Conception, le fait que le prêtre soit le transparent du Christ qui donc transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ, ça c'est une horreur. Et le protestantisme a été fort utile dans l'idée du mondialisme, puisque c'est une forme de... J'ai utilisé un mot un peu violent, mais je demande aux auditeurs de comprendre qu'il y a une forme de talmudisation du christianisme, puisque avec le protestantisme, après, le prêtre n'est plus un prêtre, mais un pasteur, c'est-à-dire un fonctionnaire. Ce n'est plus un homme consacré à Dieu. Ce n'est plus le transparent du Christ. D'ailleurs, la confession n'existe pas chez les protestants. Et dans la messe protestante, dans le meilleur des cas, c'est la cure d'âme. Oui, oui. Dans la messe protestante, le pain reste toujours du pain et le vin toujours du vin. Et donc, on a déjà une primauté de l'homme qui veut imposer, j'allais dire, ses envies, ses pulsions. J'ajouterais peut-être autre chose. L'apport du protestantisme au mondialisme est peut-être l'émancipation de la finance. Alors là, j'ai étudié la chose et je vais, à cause de vous, je bondis sur ce sujet, puisque... Disons le rapport, d'ailleurs, pour que nos éditeurs nous comprennent bien, il ne s'agit pas d'un esprit partisan. C'est purement historique et factuel. Relisez Pierre Fitte, Le mal français. Qu'est-ce qu'il reproche à la France? Mais d'avoir été un pays latin et catholique. Parce que si on avait été comme l'Angleterre, relisez les lettres de Voltaire, les lettres anglaises, où on montre que c'est au fond le banquier, le commerçant, qui est plus important que l'amiral. Et que si la flotte remporte des succès, c'est pas tellement grâce à l'amiral, c'est grâce à l'épanouissement de la banque. Alors, c'est extraordinaire. Oui, alors il faut lire parmi les ouvrages les ouvrages d'un professeur d'Oxford qui s'appelait Cecil Rhodes, R-O-T-H, qui a écrit l'histoire des marades en particulier, et au sujet de la finance, parce que qui dit gouvernance mondiale dit monnaie mondiale. Je citais par exemple Émeric Crusset, déjà son idée de monnaie mondiale, et capitale de cette gouvernance mondiale Venise, centre de la finance et du commerce, qui donc supplante l'autorité politique des États de leur souveraineté. Mais vraiment le démarrage, c'est le XVIe siècle, donc on est en pleine période de Renaissance, avec les Pays-Bas, en fait, qui s'appellent les Provinces-Unies, où vous allez avoir... Un bouillon de culture. Oui, un courant migratoires de Maranes, donc de ces juifs faussement convertis au catholicisme de Portugal et d'Espagne, qui vont s'installer fin 7e siècle aux Pays-Bas, enfin Provinces-Unies, et créer le premier, entre guillemets, Wall Street de l'époque. Vraiment un état financier dans l'État. Et grâce à Cecil Rhodes, on apprend qu'un siècle plus tard, lorsque vous avez eu la révolution avec Guillaume d'Orange, eh bien, Cecil Rhodes explique, donc professeur Oxford, qui a été le patron entre autres de l'Encyclopédia Judaica, donc une sommité, qui explique que le financement de Guillaume d'Orange, qui va donc instaurer la nouvelle dynastie anglaise à partir de 1688, a été financé par les juifs portugais des Pays-Bas. Il explique ça très bien dans son livre L'histoire des marades, et je m'en suis servi pour la préface que j'ai faite du bouquin de Carol Quigley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Et pourquoi c'est très important? Parce que ce Wall Street hollandais, qui est donc prend forme fin 16e siècle, qui va vraiment durer un siècle, va migrer des Pays-Bas à la City de Londres. Et comment? Vers les années 1650, vous avez la fameuse révolution en Angleterre avec Cromwell, le puritanisme protestant, et vous avez la communauté... Qui est un sorte de manteau qui couvre quelque chose que on n'a pas forcément envie de dévoiler. Oui. Parce que en pays latin, pour faire comprendre à l'auditeur, qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il vaut, c'est quelle est votre valeur morale, intellectuelle. En pays anglo-saxon, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez dans le portefeuille? Votre valeur, c'est votre compte en banque, point voilà.
Et vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes riche, si vous n'avez pas grand-chose, vous dégagez. Alors éventuellement, on peut inviter l'auditeur à lire le livre de Max Weber, même s'il est un peu dépassé. Mais quand même, déjà, très intéressant. Il y a un fond qui reste. Donc je pense que c'est un des éléments, c'est une des pierres qui va préparer l'esprit mondialiste. Oui, le protestantisme. Et j'ajouterais peut-être un autre esprit. On a parlé de Comenius, on a parlé des immigrés en Hollande, mais je dirais aussi, il y a un autre aspect, l'aspect gnostique, qui est prégnant, me semble-t-il, dans l'idéologie mondialiste. Et on peut penser par exemple à certains Blavatsky. Alors, dites donc quelques mots. Et en quoi ces idées vont être reprises et par bien d'autres. Blavatsky, il y a aussi, Alice Bailey. Oui. La fameuse Alice Bailey. Ben, en fait, tous ces gens-là... Même s'ils se combattent entre eux. Oui. L'enfer est divisé contre lui-même. Alors, toujours, l'esprit, on voit un fait, réaction, la cause du fait, d'abord. La gnose, c'est, en gros, deux choses. C'est l'homme qui est au centre de toute chose, et qui ne peut s'élever, et qui s'élève en fait que par ses propres forces. Alors que dans le catholicisme, l'homme s'élève par la grâce. Mais j'ajouterais... Certes, il doit d'abord faire un effort suprême, mais la grâce apporte... Donc il y a un inférieur, l'homme, et un supérieur. Alors que dans la gnose, c'est l'homme au centre de toute chose. Mais j'ajouterais une chose, que la gnose est aussi un mépris du corps. Oui, puisque vous avez eu, effectivement, dans certains courants hérétiques, un rejet du corps, qui est une chose anticatholique, puisque dans le catholicisme, le fait que le Dieu se soit incarné en vrai homme, vrai Dieu, eh bien, le corps est une chose digne, puisque Dieu, c'est alors, ce qui est important, c'est incarné dans un homme, avec toutes les faiblesses de l'homme, faim, soif, douleur, etc. Alors, ce qu'il faut voir que ces sociétés de pensée, plus ou moins théosophes, ont infiltré, par exemple, ce qu'on a appelé la Sainte Alliance. Oui, oui. Bon, qui pouvait être, non pas un précurseur de l'Europe d'aujourd'hui, mais une sorte de stabilisation traditionnelle des pays européens. Et qu'est-ce qu'on voit? Que très rapidement, la Sainte Alliance a été infiltrée. Avec le tsar Alexandre. Mais peut-être, alors ça, peut-être on ne sera pas forcément d'accord. Ah non, vous allez être d'accord parce que je vous apportais l'information clé que j'ai découverte. Elle est inédite. Bon, allez-y. C'est dans l'Atlas du mondialisme, dans le chapitre 7. En fait, le tsar Alexandre est tombé dans une forme de mysticisme. Alors, la Sainte Alliance, c'est ça. Mais alors, avant de citer le tsar Alexandre et ce qu'il a fait, vous avez au XVIIIe siècle ce courant messianiste juif qui s'appelle Jacob Frank, le franquisme. Oui, mais alors, je reviens... Non, c'est capital, c'est factuel, Jacob Frank, 1726-1791, dont la fille Ève était la maîtresse de l'empereur d'Autriche, Joseph. L'empereur Joséphine, tout en courant. Dans le cas des Lumières. Et pourquoi je dis ça? Parce que lorsque son père Jacob Frank est mort en 1791, donc c'est un mélange d'ésotérisme, de cabale, de christianisme, ça annonce Vatican II en fait. Eh bien, sa fille va être un peu l'héritière, va être l'héritière de cette histoire. Et pourquoi je peux affirmer avec force ce que je vais vous dire, c'est que vous avez un avocat polonais, un juif polonais qui s'appelait Alexandre Kraushaar, qui en 1895 a écrit en 2 tomes la vie de Jacob Frank à partir de pièces d'archives qui n'existent plus, elles ont été détruites par les bombardements de Varsovie en 1939. Et j'ai eu le privilège d'avoir les originaux dans la langue d'origine et avec la traduction française. Et c'est dans l'Atlas du mondialisme, et grâce aux travaux extraordinaires de ce Alexandre Kraushaar, qui est mort en 1931, on apprend qu'en 1814, le tsar Alexandre, avec son ministre des Affaires étrangères, Nesselrode, ils rendent tous les deux visite à la fille de Jacob Frank, Ève. Et pourquoi? Parce qu'il y a des liens spirituels, des liens financiers. Nesselrode, sa mère était une demoiselle Gontard, de la banque Gontard, liée à la banque des Rothschild. Ça, c'est le bouquin de Kraushaar. Je suis d'accord. L'esprit du franquisme va intégrer ensuite la cour du tsar, et on explique beaucoup mieux la contamination de la cour de tsar au XIXe siècle, parce qu'ils vont se lier par des mariages à la famille des
Hesse-Cassel et les Hesse-Cassel, Charles de Hesse-Cassel est le successeur du petit cousin de Jacob Frank. Bon, voilà. Bon. Ça c'est factuel et c'est prouvé. factuel, mais je vais vous donner d'autres faits qui peuvent pondérer. Oh là, c'est pas pondéré, c'est factuel. Non, qui peuvent pondérer d'autres faits. D'accord. Le tsar a permis l'élection du pontife romain à une époque où les troupes napoléoniennes pensaient qu'on était débarrassé de cette vieille guenille. Oui, cette vieille taupe. Oui. Le tsar avait dansé à la cour de Versailles avec la princesse de Condé, qui était fiancée au duc d'Enghien, Oui. qui, pendant la Révolution, a été religieuse chez de Lestrange, l'abbé de la Trappe. On a d'abord été en Suisse, à Val-Sainte, et après, puisqu'il connaissait le tsar a admis que son couvent aille à Riga. Le tsar était, il faut le savoir, philo-catholique. Il a permis l'élection pontificale. Il a été en même temps, un moment, période trouble, protecteur de l'ordre de Malte. Il faut savoir que quand les troupes tsaristes ont libéré Paris de Napoléon, c'est le premier qui fait faire sur la place de la Concorde un office en réparation de l'assassinat de Louis XVI. Et que c'est lui qui a permis, alors que l'Angleterre voulait que la France soit démembrée. Donc vous voyez, il faut être, la Prusse aussi. Bon, il faut être très prudent, parce qu'à cette époque-là, il y avait un courant très fort en Russie de slavophiles, et on en verra un peu plus tard l'écho chez Soloviev. Le tsar se voulait, c'est un rêve, le successeur un peu de Constantin, l'empereur des chrétiens. Du millet chrétien. Une sorte d'œcuménisme. Oui, mais pas forcément œcuménisme. N'oubliez pas un personnage très important. Charles-André Pozzo-di-Blanco. Oui, on va en parler, justement. Donc, le tsar se voulait, et monsieur plus tard, monsieur Strossmayer est rentré un peu dans cette vision-là. Le pape, le chef des croyants, car il faut savoir qu'en Russie, à l'époque, il n'y avait que le Saint-Sinon, il n'y avait pas de patriarche. Et à un moment, grâce aussi aux immigrés religieux qui ont été aumôniers et surtout précepteurs dans les grandes familles, ça donnait des conversions au siècle suivant. On peut penser par exemple à des grandes familles princières, au Volkonski, dont la mère était crypto-catholique, tant et si bien que les orthodoxes ont refusé d'enterrer. C'était un général blanc pendant la révolution bolchevique. Il est venu en France, il est devenu prêtre catholique de rite byzantin. Donc c'est très compliqué. De Ségur avec sa mère. Bien sûr. Donc c'est une période très compliquée. Ah oui, il y a des courants. Oui, très compliquée. Le tsar se voyait au fond une sorte de... Oui. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, que quand on regarde sur la longue durée, qu'aujourd'hui, les Russes prennent le rôle que jouait la France au Moyen-Orient depuis François Ier, protecteur des chrétiens. Autrefois, les orthodoxes, les Russes prétendaient protecteurs des orthodoxes. Aujourd'hui, ils font plus de distinction entre catholiques et orthodoxes. Très curieux. Mais à cette époque-là, je pense qu'il y a eu une sorte de bras de fer entre certains groupes occultes et peut-être un renouveau possible de l'Occident. Mais bon. Mais biaisé par certaines choses, c'est ça. Certainement. Mais d'ailleurs, il y a un livre qui va apparaître dans quelques temps, d'un russe ou d'un franco-russe, professeur d'université, sur le conflit entre Napoléon et Alexandre. Ils s'aimaient, se détestaient. Et le sous-titre du livre, ça va être « La révolution contre l'Église ». Quand Napoléon était au port de Moscou, c'était presque gagné. Et on peut imaginer qu'est-ce qui serait arrivé. Et Napoléon, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il paraît qu'il se serait autrefois en Égypte couronné empereur du monde dans une pyramide. Il y a peu de documents là-dessus, mais il y en a quelques-uns. Ce qui est curieux, les troupes étaient françaises au port de Moscou, la comédie française, l'opéra, les ballets,
les joyaux de la couronne, comme si Napoléon rêvait se faire sacrer empereur de l'univers. Donc là aussi, il y a des utopies, vous voyez, qui traversent. Il était déiste, Napoléon. Oui. Ce sont des rivalités, en fait. Ces gens-là n'ont pas un esprit équilibré. Ils n'ont pas le sens de la mesure. C'est le risque, comme diraient les Grecs. Voilà, il n'y a pas... la vraie force, c'est de savoir se limiter, comme disait Talleyrand, qui était pourtant une sacrée canaille, et le mot est faible. Mais je pense, par exemple, à toutes ces influences, je parlais de la fille de Jacob Frank, Ève, mais qui était en lien aussi avec la famille Sturz, qui était Sturz ou Sturz, je ne sais plus exactement, qui faisait partie de la cour de Russie. C'est eux qui vont être le lien entre le franquisme et la cour de Russie et tous les mariages avec en particulier Julia Hauke, qui va devenir la dame d'honneur de la tsarine, première moitié du 19e siècle, et qui va épouser, je ne sais plus le nom de son mari, mais qui va donner la famille Battenberg, et qui s'appelle ensuite les noms de Battenberg. D'ailleurs, il faut bien voir qu'à l'époque, dans la haute société russe, malheureusement la foi était en déclin. Oui. Et l'ésotérisme était croissant. Et justement, les tables tournantes, ça vient de cette période-là, oui. de l'intrusion. Et j'ai prouvé dans la classe du mondialisme que Julia Hauke était la fille officielle de Maurice Hauke, qui a été anoblie un an avant sa mort. Il est mort en 1830 et anobli en 1829 par le tsar, puisque Maurice Hauke avait protégé le frère du tsar qui était gouverneur de Pologne russe donc. Et en fait, j'ai pu prouver que Maurice Hauke n'était que le père adoptif de Julia Hauke, et que cette dernière était descendante d'un mouvement hassidique juif. Et la chose est archi-officielle, puisque vous avez le journal anglais, le Daily Express du mois de mai 1889, dirigé par Lord Bonham, qui était l'ami de l'héritier du trône, Édouard VII, qui a présenté un document sur les origines juives de Julia Hauke. Et en fait, la famille royale d'Angleterre descend de cette femme-là, puisque Julia Hauke, donc la famille Battenberg, aura 5 enfants, dont 2 fils, et les 2 fils épouseront l'un la fille, l'autre la petite fille, la reine Victoria. Actuellement, le mari d'Elisabeth II, Philippe, est un Mountbatten. En fait, il descend de Battenberg. Et c'est pareil avec donc qu'est-ce qu'on voit d'Espagne, que ce mondialisme qui est une utopie prévoit, et on voit l'héritage des théosophes, le bonheur, le paradis, demain. Oui, plus le mariage pour une transmission par le sang. Et deuxième chose, très important, le côté gnostique, mépris du corps. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On va peut-être continuer dans une prochaine émission cette discussion. C'est passionnant. Mais c'est à la fois compliqué, et on pourrait dire que ça défie l'entendement. Oui. Et je pense, vous voyez, je suis en train de préparer un livre collectif sur le mondialisme. Et je pensais à un très beau texte de Balzac, où je vois le tentateur de Rastignac en disant: tu as une belle étoffe qui ferait plaisir au diable. Je vais te montrer l'arrière-scène. Et je pense que c'est très difficile à saisir. Oui, parce qu'ils ont à la fois une habileté... ils sont pervers. Oui, diabolique, car il y a beaucoup d'agents qui sont inconscients de ce qu'ils font. Oui, certains, il y a tous les degrés de la conscience, mais il y a comme un élément clé. Vous savez, quand on voit des sujets vastes, il faut essayer de trouver les éléments clés qui structurent tout le reste. Et l'élément clé qui structure ces esprits-là, et c'est entre autres une manifestation du franquisme, de Jacob Frank, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est que pour aboutir à cet idéal de mondialisme, c'est, je cite leur expression, la rédemption par le péché. Faire un mal en vue d'un bien. C'est complètement tordu ça. Et que plus le mal est tordu, vicieux, plus le bien, entre guillemets, sera grand et important. On trouve ça. Eh bien, quand on a pigé ça, c'est un élément... C'est pourquoi ils sont capables... Pour faire très court, pour comprendre l'esprit du mondialisme, il faut citer cet exemple de l'Ancien Testament, avec Dieu qui ordonne à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Non, Dieu avait prévenu que le Messie descendrait de la lignée Isaac, etc. Et donc, ce côté illogique, d'abord, Dieu qui demande à un père d'assassiner son fils, c'est déjà un acte... voilà. Et deuxièmement,
l'élément qui va en plus détruire la descendance devant donner naissance au Messie. En fait, ce que fait que Dieu, il veut pas, c'est pas un assassin, mais il veut mettre à l'épreuve Abraham. Et au moment de tuer son fils, il y a l'ange qui saisit le poignet et qui empêche la mise à mort d'Isaac. Eh bien, dans l'esprit tordu de ces gens-là, franquistes et autres, eh bien, il fallait tuer Isaac. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pureté dans le mal. Un père qui tue son fils, c'est merveilleux. C'est une odeur agréable à l'Éternel que de tuer le fils du voisin. Voilà, il faut comprendre, plus le mal est pur dans la perversion, plus l'offrande est belle et permet d'obtenir pour eux, entre guillemets, un bien. Donc là, quand on a figé ça, on a compris le mondialisme. On est tout à fait par-delà le bien et le mal. Et je pense qu'un auteur qui peut faire comprendre, c'est Sade et Diderot. 18e siècle. Oui, et Diderot, qui est très riche. Mais on va reprendre cette discussion prochainement. Merci beaucoup, Pierre Hilard. Alors, Radio Cyrnéa vous dit à très bientôt pour tous nos auditeurs.